Les impacts de grêlons sont encore bien visibles. Grégory Chardon a perdu près de 90% de ses récoltes de nectarines et d'abricots. Heureusement, cet arboriculteur est assuré depuis de longues années. Ça ne compensera jamais la perte lorsqu'on vend notre produit, mais ça nous permet de rebondir et de pouvoir repartir la saison prochaine. Une assurance qui coûte 2 500 € par hectare, mais subventionnée à de 65%. Du côté du verger de la famille Boissé, c'est une protection physique qui a été privilégiée. Avec ses filets anti-grêle, elle a pu sauver 80% de ses récoltes d'abricots. À 12 000 € l'hectare, cette solution reste très coûteuse car l'exploitant doit la financer presque entièrement seul, mais il ne regrette pas cet investissement. On s'est dit heureusement qu'on a investi dans des filets parce que ça permet de sauver la récolte. On a préféré pouvoir garder des fruits et avoir du commerce au lieu de demander à des assurances. Mais sur les 200 arboriculteurs de la région, à peine une dizaine ont des filets et seule une moitié est assurée. Une centaine d'exploitants n'a donc aucune protection face à ce risque. Une situation catastrophique pour la Chambre d'agriculture qui regrette des solutions prises trop souvent au cas par cas. Il faut aussi que la profession agricole prenne conscience que l'assurance ou la protection, ce n'est pas une option, c'est quelque chose qui peut nous tomber dessus tous les ans. La filière réclame ainsi plus d'aide financière pour inciter les arboriculteurs à se protéger, à la fois grâce aux filets et aux assurances. Minimum de résidence dans l'île avant de pouvoir acheter un bien immobilier. L'idée lancée par le président de la région fait beaucoup parler depuis ce matin dans l'île. Du côté des touristes notamment, on est plutôt sceptique. On ne peut pas acheter une maison si on n'a pas 5 ans de résidence. Alors c'est-à-dire il faudrait qu'on soit locataire avant de pouvoir être propriétaire. Eh bien je dis que c'est pas bien. Moi je trouve pas ça normal. C'est pas très bien parce que si la Corse c'est la France et qu'on est libre d'acheter où on veut, quand on veut. Les insulaires, eux, ne jugent pas l'idée si mauvaise. Elle a selon eux le mérite de relancer le débat sur les prix de l'immobilier et la prolifération des résidences secondaires. Et j'estime que d'abord, il vaut mieux penser à celui qui habite ici, qui puisse acheter quelque chose de pas trop cher, et après pensons à celui qui vient d'ailleurs, que lui a des moyens de pouvoir se payer quelque chose. Je pense qu'il faudrait encore aller un peu plus loin. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir vraiment se préoccuper de la population sur place, locale, qui a de plus en plus de mal à se loger. C'est l'enfer pour nous qui sommes des résidents permanents, voilà. Corse et non Corse, hein. C'est trop cher, c'est trop cher. Aujourd'hui, pour se loger dans une région comme Porto Vecchio, je vais vous prendre un petit exemple. Un F2, il faut compter à peu près à l'année 800 € par mois. Ce projet devrait être discuté à l'Assemblée de Corse dès le mois de septembre, mais ses chances d'aboutir sont faibles car seule une révision de la Constitution pourrait permettre son application. Chaîne tendue en travers de l'entrée, volet clos à la réception, piscine à l'eau verdâtre. Le camping de Bédum est officiellement fermé à la plus grande surprise des 160 propriétaires qui ont placé leur mobil-home sur ce terrain. Nous on est arrivé vendredi soir, on pensait rester jusqu'à la fin du mois d'août. Donc là pour l'instant on est un peu dans l'impasse. La fichette a été posée vendredi dernier par le liquidateur judiciaire. La plupart la découvrent en arrivant. Les vacances sont gâchées. Il faut faire les bagages puisque l'eau devrait être coupée ainsi que l'électricité ces jours-ci, donc il faut se préparer. Le propriétaire du camping est incarcéré. Certains résidents lui ont payé jusqu'à 30 000 € pour 15 années d'occupation du terrain. C'est de l'argent qu'on avait mis de côté pour pouvoir profiter de notre bien et qu'on a payé. Des gens ont fait des prêts pour pouvoir payer leurs biens. Et en fait, ces gens-là, ils peuvent même pas profiter de leur mobile-home, quoi. Même si la justice a accordé aux propriétaires la jouissance de leurs biens, le camping doit fermer pour une question de traitement d'eau usée. Le patron du camping a une dette envers ERDF. S'il y a coupure, les pompes ne fonctionnent pas. Si les pompes ne fonctionnent pas, il y a débordement vers la mer. Une médiation arbitrée par la mairie est en cours pour que l'électricité soit maintenue jusqu'à la fin août. Certains ont visiblement déjà baissé les bras.
Ce parc d'attractions espère bien réitérer son record de l'an dernier avec près de 400 000 visiteurs. Pour attirer la clientèle locale, il multiplie les nouvelles offres. Le parking désormais gratuit, la seconde visite à 1 €, signe que les Français partent de moins en moins. Les visiteurs reviennent plusieurs fois au cours de l'été. C'est vrai que depuis maintenant 3 ans, nos nombre d'abonnés ont augmenté de plus de 20%, essentiellement sur une clientèle qui habite à moins d'une demi-heure, 35 minutes du parc et qui vient de plus en plus fréquemment, donc qui consomme plus effectivement sur le parc. L'effet crise profite également au Parc des Oiseaux près de Lyon. Ici, l'été 2012 a été la plus belle saison jamais réalisée en termes de fréquentation depuis 40 ans. Pour le directeur du parc, il ne fait aucun doute que les Français font un arbitrage aujourd'hui entre un départ en vacances et les activités de loisirs. Cette année, très clairement, les indicateurs que nous avons laissent à penser qu'on a un repli clair sur les activités de loisirs. On a d'ailleurs, nous gérons un camping à proximité du parc. On a énormément de réservations de personnes issues de la région Rhône-Alpes, donc sur des courts séjours de 2 à 3 nuits. Voilà, en ce sens-là, effectivement, la crise nous profite. Avec une incertitude, la météo, un été maussade serait forcément synonyme d'une baisse importante de la fréquentation. Au premier abord, ce sont des randonneurs comme les autres. Et pourtant, ils ont un regard bien particulier sur cette forêt. Verticalité, scintillement de couleurs, clair-obscur, ces marcheurs sont venus pour croquer le paysage. J'ai une palette, des pinceaux, un petit pot pour l'eau et du papier. Le cours de peinture en pleine nature peut commencer. Ici, tu les renforces pour les avoir les plus clairs possibles. J'ai pas l'habitude de faire beaucoup de randonnées, j'avais pas trop l'habitude de faire du dessin, donc c'est la découverte en fait. La découverte combinée de la randonnée et de la peinture offre une parfaite complémentarité. Quand on marche, on se repose de l'effort intense de la concentration de la peinture, et quand on s'arrête de nouveau pour peindre, on se repose de l'effort de la marche. Au fil de la randonnée et au bout du pinceau, le regard s'aiguise face au panorama. On prend un morceau d'un côté, un morceau de l'autre, on compose, enfin tout ça c'est un jeu intéressant. Ces 15 marcheurs, eux, ne sont pas venus randonner pour exercer leur œil, mais pour donner de la voix. S'ils s'exercent le plus souvent en intérieur autour d'un piano, pour leur chorale sur cet air africain, ces vacanciers ont choisi une ancienne carrière de granit comme théâtre naturel. C'est vraiment un plaisir de chanter en plus dans les Vosges, vraiment une très belle région. C'est très agréable parce que c'est le partage, c'est le travail sur soi et avec les autres, donc je trouve que c'est très, très harmonieux. Ces randos-chanteurs auront une semaine pour arpenter les Vosges, découvrir ces paysages et leurs propres talents artistiques. Ni maillot, ni paréo, mais une masse et un ciseau pour des vacances à remonter le temps. Les filles, on est en 1343, 1243 1244 là. Bienvenue au château de Guédelon, un vaste chantier médiéval en pleine forêt où Françoise peaufine les techniques ancestrales. Et quand on tape dans la pierre, il arrive un moment, on oublie, on est dans son truc, et puis ça sonne dans les bras, dans les mains, et voilà, on est bien. C'est parfait, hein, cette affaire. On voit que tu es déjà venu. C'est même sa 9e année, et comme à chaque fois, elle retrouve sa bande de copains. Ils ne se voient qu'ici, alors forcément, c'est sacré. C'est vrai qu'on a tous une impatience de venir partager ces moments d'échange. Les voir chaque année, c'est juste merveilleux. On est venus chacun séparément au départ et puis on tisse des liens, on bosse ensemble, le soir on se retrouve pour manger ensemble et puis après, l'année d'après, on se contacte un peu avant, on s'envoie un mail, on réserve un gîte ensemble et puis comme ça on se retrouve. Les garages, un peu ça, ouais. C'est un peu bizarre. On vit ensemble pendant une semaine, pratiquement 24 heures sur 24. Donc et le repas, c'est aussi un moment pour encore échanger, soit sur les sujets du château, parce qu'on parle souvent et toujours de Guédelon, mais également sur d'autres sujets personnels. Sans écran, sans montre, sans machin là, téléphone, sans tout ça, c'est génial, c'est génial. Mais avec un chef tout de même. Mesdames, messieurs, 14 heures sur les postes de travail, s'il vous plaît, merci.
histoire de ne pas oublier qu'ils sont les bâtisseurs d'un château fort, symbole de leur amitié et de leur étonnante aventure. Les Chinois adorent les jardins. En été, on peut y admirer l'épanouissement des lotus et des nénuphars, ces fleurs à l'élégance raffinée. Aux yeux des lettrés chinois, cette plante représente l'homme d'honneur. L'eau occupe une place prépondérante dans les jardins chinois. On y trouve la plupart du temps des petits lacs ou des bassins. La plante d'eau par excellence est le nénuphar, qui fait de très jolies fleurs et est facile d'entretien. Il y a deux grandes catégories de nénuphars. Les nénuphars tropicaux disposent d'une longue tige qui s'élève au-dessus de la surface de l'eau et ils donnent des fleurs aux couleurs vives. En Europe comme à Beijing, ils doivent être placés sous serre si on veut qu'ils passent l'hiver. Les nénuphars des zones tempérées ou froides offrent des couleurs plus douces et leurs fleurs se posent sur la surface de l'eau. Voyons maintenant comment planter vos nénuphars. D'abord, la terre doit être tamisée pour enlever les cailloux et autres racines qu'elle peut contenir. Ensuite, on y ajoute un engrais de base, environ 1/10 de la quantité de terre. Donc là, on remplit le pot aux 2/3 de terre environ. On sélectionne les pousses au printemps. Les nénuphars sont des rhizomes. On peut donc séparer les racines chaque année pour obtenir de nouveaux plants. Je vais essayer de planter un nénuphar en suivant les instructions de Monsieur Lee. Donc là, je fais un petit trou au milieu, pas trop profond. Ensuite, je vais mettre ma pousse de nénuphar avec les feuilles vers le haut, en biais. Donc pas, il ne faut pas que ça soit droit, il faut qu'il soit en biais. Et je recouvre avec la terre. C'est ça ? Tu dois le placer plus profond. Il faut mettre le plant bien au milieu pour que les feuilles se répartissent harmonieusement. Regardez, les racines sont assez longues, il faut creuser en biais de ce côté. Ensuite, on recouvre de terre. Quand on ajoutera l'eau, il faut que le plant reste bien en terre. On laisse les germes sortir de terre pour qu'ils poussent plus facilement. On met un peu d'eau dans le pot, juste de quoi humidifier la terre. Donc Monsieur Lee m'a expliqué que si vous avez un bassin chez vous, vous pouvez mettre ce pot directement dans le bassin. Sinon, on peut le mettre dans un pot plus grand. Voilà. On ajoute de l'eau, juste de quoi couvrir le petit pot. Si les conditions météorologiques d'eau et de fertilité sont bonnes, il devrait faire ses premières fleurs aux alentours du 1er mai. Ensuite, toutes les 2 semaines, on ajoute un peu d'engrais. Entre mai et octobre, un plant peut donner de 20 à 40 fleurs. Nous nous rendons maintenant chez Tsaigun, peintre et amateur de jardinage. Tsaigun est un surnom qui signifie racine de légumes. Il a aménagé dans sa cour un bassin où il cultive des nénuphars. Le bassin occupe le centre du jardin, il est entouré par la maison. Ça rend l'air moins sec. J'ai planté des nénuphars et j'élève des poissons. Ça met de la vie dans mon jardin. L'eau est l'essence de la plupart des parcs et jardins chinois. Les nénuphars flottant à la surface de l'eau apportent au jardin un sentiment de plénitude et de tranquillité. Fines, élégantes dans leur robe couleur blé, elles n'ont pas leur pareil pour arpenter avec aisance le plateau du Vercors. C'est la race locale du Vercors, l'ancienne race, puisque autrefois, jusque dans les années 60, c'était la seule race présente au niveau laitier sur le plateau du Vercors. Passe derrière, Alex. Allez, va derrière. Avec Anne, sa compagne, Sébastien Révol a fait le choix réussi de composer son troupeau avec ces vaches rustiques et affectueuses qui avaient presque disparu. C'était des bêtes autrefois qui travaillaient en fait, des bêtes de trait. Et donc, au moment de l'arrivée des machines, donc on n'avait plus besoin de la traction animale. Et donc les agriculteurs se sont retournés vers des races qui étaient un petit peu plus productives. Et il n'en restait plus qu'une centaine dans les années 70, alors qu'elles étaient plus de 5000 avant-guerre. Ces villardes produisent un lait de grande qualité, en quantité modérée, idéal pour un fromage AOC
baptisé Bleu du Vercors Sassenage. C'est un fromage à pâte persillée, voilà, qui présente des moisissures bleues à l'intérieur. C'est un fromage assez doux en fait, c'est un bleu assez doux par rapport à certains bleus qu'on peut connaître. Anne et Sébastien travaillent à l'ancienne. Paradoxalement, ces gestes, il a fallu les redécouvrir, car la fabrication du bleu du Vercors avait elle aussi quasiment disparu dans les années 70. Là en fait on est en train de piquer le fromage, c'est-à-dire qu'on fait des trous dans le croûtage, ce qui va permettre à l'air de rentrer et à faire développer la moisissure bleue à l'intérieur du fromage. Donc on les pique de chaque côté, ça fait à peu près 80 trous par côté. Il a fallu retrouver un petit peu des personnes qui connaissaient le fromage autrefois et puis travailler avec des fromagers qui nous ont aidés pour relancer un petit peu cette fabrication. On retrouve le bleu sur toutes les tables du Vercors, y compris les plus grandes, avec ce dessert baptisé le carrément bleu. Et sur le dessus, vous retrouvez un petit carré de chocolat blanc qu'on a coloré de la même couleur que la moisissure du fromage pour retrouver le côté moisissure du fromage de bleu. On sert ça avec sur le dessus un petit carré de bleu frais. Il n'y a plus qu'à déguster. Je connaissais le bleu d'Écosse, le fromage de chèvre, brebis, mais pas celui-là. Et je trouve que vraiment l'association est parfaite. Ah, une vraie surprise. Merveilleuse surprise inattendue. Derrière ce goût si doux se cache un petit secret. Il faut le chercher là-haut, dans les prairies fleuries. C'est beau, mais c'est avant tout un foin pour les vaches. Donc c'est une récolte qui va permettre de nourrir les vaches l'hiver. Et cette grande variété de plantes, de fleurs, va donner un goût particulier au lait et donc au fromage. Signe du succès du bleu du Vercors, chaque année, la fête qui lui est consacrée fait plateau comble. Bienvenue dans la rue Barkor à Lhasa, vitrine de la culture tibétaine destinée au monde entier. Le magasin d'antiquités de Hwangdu se trouve au meilleur endroit, à l'angle sud-est de la rue Barkor. Sans être très grande, la boutique est assez spacieuse pour présenter différents types de bijoux et antiquités du Tibet. Accompagné de sa femme, l'ancien gardien de troupeau de Shigas de 42 ans gère ce commerce d'antiquités de Lhasa depuis plus de 20 ans. Ayant débuté en vendant ses articles sur un étal, le couple est maintenant propriétaire de 3 magasins d'antiquités. J'ai grandi dans la région rurale de la préfecture de Shikadze. À 13 ans, je suis parti étudier la culture ethnique tibétaine au collège bouddhiste du Tibet. Après 6 ans d'études, j'ai obtenu une maîtrise en langue tibétaine et appris comment identifier les turquoises, le corail rouge et d'autres antiquités tibétaines. Les 6 années consacrées à l'apprentissage de la langue tibétaine et de sa culture accordent à Hwangdu un avantage important quand il s'agit de repérer des antiquités et des vestiges. Chaque hiver, lors de la basse saison touristique, Hwangdu et son épouse se rendent dans différentes parties du Tibet à la recherche de vieux trésors des familles des campagnes. Mais l'homme a noté que les conditions de vie de ces gens sont aujourd'hui meilleures. Les objets anciens sont devenus très rares. Même si cela est une source d'inquiétude pour lui, il ne s'agit que du point de vue économique. Alors que les tankas et les statues de Bouddha sont pieusement conservées et adorées dans les temples, de nombreux vieux objets usuels tibétains sont difficiles à trouver de nos jours. De moins en moins de Tibétains, parmi les plus jeunes, ont la chance de les voir. D'ailleurs, ils n'ont que peu d'informations sur les traditions passées. Donc, même si je dénichais un article magnifique, je ne le vendrais pas, même pour une forte somme. Hwangdu tient énormément à chaque article que compose sa collection. Il estime que ces objets expriment l'histoire passée des Tibétains et qu'ils ne doivent pas être évalués en monnaie. Pour lui, ce sont les symboles de la culture et de la tradition tibétaine. Honor Chompa, une légende de l'opéra du Masque Blanc du district de Nimou, a 77 ans. Il est la seule personne capable de chanter et de danser cet opéra. Et donc, différentes troupes seraient honorées de pouvoir en faire leur maître et qu'il leur transmette son savoir. Pour Chompa, apprendre et enseigner revêt différentes significations. Je ne peux pas laisser l'histoire disparaître et tomber dans l'oubli. Je dois transmettre cet arsenic et motiver les jeunes pour qu'ils étudient avec moi.
Chompa est devenu à l'âge de 65 ans le responsable d'une troupe d'opéra de Ningwu. En temps normal, les personnes âgées aspirent à une vie retirée, libérée de telles obligations. Chompa n'a pourtant su se résoudre à abandonner ses étudiants, en particulier quand il s'est aperçu qu'ils étaient doués. J'aimerais transmettre mon savoir aux jeunes, car je sais qu'ils aiment vraiment l'opéra et qu'ils travaillent très dur. Ces jeunes garçons et filles sont au lycée. Ils travaillent dans ce parc folklorique où ils jouent des pièces de l'opéra du Masque Blanc aux touristes. De nombreux élèves abandonnent leurs études secondaires pour travailler et subvenir aux besoins de leur famille. Ceux qui ont la chance de pouvoir étudier cet opéra sont emplis de gratitude. Je n'ai étudié que pendant 1 mois et il me faudra au moins 3 ans pour atteindre le niveau de maître. J'ai plusieurs amis qui meurent d'envie d'apprendre l'opéra, mais ils doivent travailler pour vivre. Fung Chung apprend l'opéra alors qu'il travaille chaque jour au chant. Il apprend l'opéra et le chant tout en travaillant. Chompa aime s'arrêter chez ses amis quand il a le temps. Ceux-ci lui offrent de l'alcool d'orge avec un peu de beurre sur sa tasse en marque de respect. Quand les esprits s'échauffent, place au chant pour trinquer à l'amitié et à une bonne récolte. Il est complexe de définir l'importance spirituelle et culturelle de l'opéra tibétain à la population locale. Chompa affirme que s'il est invité une nouvelle fois à Nobulinka pour un opéra pendant la fête de Shoton, ce serait un grand honneur. 14 de ses étudiants ont été choisis pour participer au grand spectacle de Lhasa. Et Chompa a décidé d'enseigner à son fils, qui est déjà un bon percussionniste, le chant et la danse.